Créer un dossier employé. En introduction, avant de voir la création d'un dossier employé, il est bon de savoir qu'il y aura 3 onglets principaux à compléter afin d'être en mesure d'effectuer une première paie à un employé. Il s'agit de l'onglet Fiches, de l'onglet Paramètres, ainsi que de l'onglet Valeurs par défaut. Une fois ces 3 onglets-là créés, vous êtes en mesure de produire une paie pour un employé. Nous allons les regarder en détail. Je vais quand même passer en revue les onglets qu'on retrouve entre chacun d'entre eux et certains, je ne m'y arrêterai pas. J'expliquerai pour quelles raisons à ce moment-là. Onglet Fiches. Alors, regardons ensemble la création d'un dossier employé du tout début. Alors, tout d'abord, pour accéder à la liste des employés, vous allez dans le menu dans Ressources humaines employés. Vous retrouverez la liste de vos employés actuels. Pour ajouter un nouveau dossier, vous pouvez tout simplement effectuer un clic droit « Ajouter » n'importe où dans la liste. Ça peut être ici, ici. Donc, on fait un clic droit « Ajouter » ou autrement, on peut faire le petit icône dans la barre d'outils de page blanche « Ajouter » ou encore là, pour ceux qui aiment bien les raccourcis clavier, vous pouvez faire CTRL-N tel que c'est indiqué entre parenthèses là, lorsqu'on va se positionner sur le petit icône. Alors, on fait un clic droit « Ajouter ». On va accéder dans un premier temps à l'onglet « Fiches ». Alors, c'est le premier onglet dont on va voir. Le logiciel assigne automatiquement un numéro de dossier. En ça, on ne peut pas le changer. Il suit la séquence à travers tout le logiciel, à travers tous les types de dossiers. Ça, on l'a dit dans plusieurs autres formations, pour ceux qui ont suivi formation pour les autres modules. Alors, je suis en train de créer le dossier de Mélanie Proux. Alors, elle a le 665. Tantôt, si je crée un enfant, il va avoir le 666, par exemple. Donc, c'est comme ça, une seule séquence à travers tout le logiciel. Alors ici, dans la section identification, dans un premier temps, on va venir compléter le nom et prénom. Alors, on a dit que c'est Mélanie Proux qu'on a embauché. Ici, le sexe féminin ou masculin. C'est pas obligatoire, mais c'est une information qui sera demandée pour la production du fichier Morneau-Chapelle. Autrement, si on oublie de le mettre, vous allez avoir une erreur quand vous allez faire votre fichier pour le paiement du régime de retraite. Donc, sachant ça, on essaie de ne pas oublier de mettre ici le sexe. La langue, donc par défaut français, on peut mettre la langue seconde si on désire. Et le petit carré ici à droite, c'est pour mettre la photo de l'employé. Alors, si vous avez en format image la photo de vos employés, vous pouvez tout simplement ici venir faire un clic droit, charger à partir d'un fichier. Donc, si par exemple, moi, je vais dans mes documents, j'ai un dossier qui s'appelle photo éducatrice, comme ça. Et là, je vais insérer la photo de Mélanie ici. Alors voilà, c'est tout pour la section identification. Si on descend un petit peu plus bas, on a le bloc de date. On demande d'abord la date de naissance. Donc, disons que Mélanie est née le 2 février 1985. Est-ce que la date de naissance est importante? La réponse est oui. Principalement pour 2 choses. Pour le calcul du RRQ, Régime des rentes du Québec, et aussi pour la cotisation au régime de retraite. Alors, automatiquement, un employé de moins de 18 ans ne cotise pas au RRQ. Alors, si on met une mauvaise date ici, on se trompe, on met la date de début de travail plutôt que la date de naissance, bien, l'employé ne va pas cotiser au régime des rentes du Québec. On ne veut pas ça, donc autrement, l'employé va devoir repayer au gouvernement sa cotisation. Donc, on ne veut pas faire ce genre d'erreur-là, juste être prudent au niveau de date de naissance, quand même important. Pour le régime de retraite, au-delà de 65 ans,
il y aura un message, un rappel dans le tableau de bord ou dans la paye aussi. Vous allez avoir le message que cet employé-là a plus de 65 ans. Ça sera à vous avec ce que vous allez avoir appris. Là, on va voir d'ailleurs tout à l'heure les valeurs par défaut. C'est là qu'on peut indiquer s'il y a une cotisation ou non au régime de retraite. Ça sera à vous de l'indiquer advenant que l'employé n'a plus à cotiser. Premier jour de travail, donc disons que Mélanie commençait son travail le 17 mai 2021. Date d'ancienneté, souvent c'est la même date, mais si vous considérez une date différente, parfois pour un calcul d'heures, on peut avoir des dates d'ancienneté différentes. La plupart du temps, c'est la même date. Dernier jour de travail, uniquement on s'en sert quand l'employé nous quitte. Hein, on va venir mettre sa dernière journée de travail ici. C'est un champ qui est à titre informatif, mais aussi qu'on va servir dans l'annexe 4 lors du rapport financier annuel pour l'état de la rémunération du personnel. Il y a une question dans l'annexe 4 qui demande est-ce que l'employé était à l'emploi le 31 mars. Bien, on vient jeter un œil sur le dernier jour de travail ici. S'il y a une date avant le 31 mars, bien, on va indiquer non à la question de l'annexe 4. Appartenance ici composante, donc pour ceux qui gèrent plus d'une installation, comme moi c'est mon cas, j'ai 3 installations et une composante bureau coordonnateur. Mélanie va être amenée à travailler principalement dans mon installation Saint-Laurent, donc je vais cocher Saint-Laurent. Mais si je sais que parfois elle serait amenée à travailler à mon installation Saint-Denis aussi, bien, je peux cocher là ou les installations pour lesquelles Mélanie sera amenée à travailler. Évidemment, on a créé cette appartenance-là principalement pour les clients qui ont acheté l'option gestion des horaires pour être capable d'obtenir un filtre, si on veut, rapidement sur les employés par installation. Alors voilà, les champs personnalisés, si vous en avez créé, un petit rappel, comme on l'a vu dans la formation notion de base pour les champs personnalisés pour tous les types de dossiers, on peut en créer dans les paramètres de fichiers, donc dans le menu dans fichier paramètres. On ne reverra pas cette notion-là puisque ça a été abordé dans la formation de base. Mais petit rappel ici, si vous avez créé des champs, comme moi, je me suis créé un champ pour savoir si mon employé a ou non une voiture, parce que c'est une information pour moi importante, donc je vais l'utiliser à ce moment-là. Ensuite, on va venir mettre l'adresse. L'adresse, toujours importante, évidemment. On s'en sert dans divers domaines, entre autres pour le fichier de mon chapelle, c'est de l'information qu'on leur transmet aussi, donc c'est important que ça soit bien indiqué. Autrement, on va avoir des messages d'erreur, numéro de téléphone aussi. On a le type de numéro de téléphone, disons que c'est un cellulaire. L'adresse de courriel, donc disons que lcmpro@gmail.com. Alors, on peut mettre jusqu'à 3 adresses de courriel. Vous allez remarquer, pour ceux qui ont l'option Echo 2, on indique ici principalement à quelle adresse de courriel on veut que les communications aillent. Donc, par défaut, c'est résidence, c'est souvent ce qu'on veut. Mais si un employé vous dit de lui acheminer toute communication en CC à son adresse de travail, bien, vous pouvez venir indiquer travail en y indiquant en haut le courriel au travail de l'employé. C'est bon? Donc, mais la plupart du temps, c'est un courriel. Et on voit Tiempo. Pour ceux qui ont Tiempo, ben, ça va s'ouvrir à ce moment-là pour la procédure de synchronisation avec Tiempo. Si vous n'avez pas Tiempo, ben, c'est ombragé comme c'est le cas actuellement. On peut venir mettre un contact en cas d'urgence. Donc, disons Claudette Durand, qui est sa mère. Alors, c'est bon d'avoir cette information-là s'il arrivait quoi que ce soit, ou on peut mettre le lien ici. Alors, ça, c'est le premier sous-onglet, hein, c'est l'onglet adressage dans la fiche. Ne pas oublier 2 autres sous-onglets en bas à droite, TEF, pour venir mettre le transit et le folio de l'employé qu'on retrouvera sur son spécimen de chèque. Alors ici, habituellement, les 3 premiers chiffres qui définissent l'institution financière, les 5 chiffres suivant la succursale et le folio qui se trouve à être le numéro de compte en banque de l'employé. Alors, de cette façon-là, on pourra effectuer le dépôt direct
dans le compte de l'employé. La section du haut, c'est pour le prélèvement préautorisé, un petit peu comme les prélèvements préautorisés pour les parents. Donc, à la base, on n'a pas à compléter la section du haut, uniquement le transit folio pour être capable de faire un dépôt direct. Pensons à nos employés qui sont parfois en congé de maternité ou en congé d'invalidité. Alors, si elles doivent continuer de cotiser à l'assurance collective et ou au régime de retraite, bien là, elles ne reçoivent plus de paye pendant ce temps-là. Alors, il y a une entente qui est prise et on peut s'entendre avec l'employé pour aller prélever les sous dans leur compte en banque. Alors, il y a la section du haut qui pourrait être complétée à ce moment-là. Ça, c'est un élément qu'on va voir dans la formation plus avancée Ressources humaines 2, mais je vous en donne un petit peu ici là, pour que vous sachiez dans quelle situation on pourrait avoir à le paramétrer. Et le dernier sous-onglet en bas à droite qui est Information administrative, principalement pour venir mettre le numéro d'assurance sociale ici en haut. Il y a un champ expiration. C'est rare qu'on a à mettre une date d'expiration, mais il y a certains NAS, numéro d'assurance sociale, qui ont des dates d'expiration. Même chose pour numéro de permis de travail avec expiration ou employé indien qui travaille sous sa réserve. On doit cocher ça pour les relevés 1 et T4 si vous êtes dans cette situation-là. Absolument, on vient que mettre de façon générale le NAS ici. Au moment où vous sauvegardez, si vous avez le message suivant, c'est le même principe dans les dossiers parents, le numéro d'assurance sociale n'est pas valide, bien, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas valide. Okay, donc, il faut confirmer, réitérer le numéro d'assurance sociale avec l'employé. Il nous a peut-être donné une petite erreur dans le numéro, là, donc on le corrige. Tant qu'on n'a pas le bon, ben, on laisse vide, ce qui ne nous empêchera pas de sauvegarder avec la disquette bleue. Alors, le numéro d'assurance sociale est important pour la production des relevés 1 et T4, entre autres, et c'est une information qu'on communique aussi à Morneau-Chepel pour le régime de retraite. Alors voilà, ça complète le premier onglet. Onglet paramètres. Avant d'aller dans l'onglet paramètres, vous avez peut-être remarqué qu'il existe un onglet juste avant, entre fiches et paramètres, qui s'appelle dossier médical. Je ne passerai pas trop de temps ici dans l'onglet dossier médical. Simplement, vous avisez que c'est un peu comme le dossier des enfants où il fallait mettre les allergies, restrictions alimentaires, carte numéro d'assurance maladie et tout ça. Donc, c'est plutôt rare qu'on voit que les clients complètent cet onglet-là, mais c'est disponible. Si vous le désirez, mais c'est effectivement pas un onglet qu'on doit absolument compléter pour être en mesure de faire une paye. Alors maintenant, allons voir l'onglet paramètres. Alors à l'onglet paramètres, nous avons plusieurs blocs à compléter, soit la section emploi, la section pourcentage, la section superviseur indemnité pour les congés fériés, la section du milieu paramètres annuels et tout en bas la section régime de retraite. Donc habituellement, quand on crée le dossier, on y va dans l'ordre d'en haut jusqu'en bas, logiquement. Donc débutons avec le premier bloc, emploi, service. Alors ici, on a administration, cuisine, éducation, entretien. Donc on choisit le bon service. C'est un champ obligatoire. Catégorie d'emploi. Alors ici, on va mettre la catégorie d'emploi principale de l'employé. Parfois, une éducatrice peut faire des tâches en tant que cuisinière. Ici, on peut en indiquer qu'une seule. Donc, on va mettre la principale. Tout à l'heure, on va voir dans les valeurs par défaut, advenant que l'employé est amené à faire d'autres tâches que son poste principal, on pourra ajouter l'item avec la bonne catégorie d'emploi à ce moment-là. Le champ poste est obligatoire aussi. C'est pas une sélection, on doit écrire quelque chose, une description du poste. Alors, s'il n'y a rien de plus à dire qu'elle est éducatrice, on peut répéter. Il y en a qui vont écrire plus d'informations, par exemple, si c'est une éducatrice remplaçante, ben, c'est un endroit où on peut l'indiquer ici. Donc, c'est de l'information additionnelle sur le poste de l'employé. Ça apparaît sur la fiche de paie de l'employé. Ce n'est pas une note interne, donc c'est important de savoir ça. Cette information-là va apparaître sur la fiche de paie de l'employé. Ensuite, on a le statut
qui est un copier-coller des statuts qui sont demandés d'ailleurs par Morneau Shepell. Alors, c'est toujours le statut actuel. Hein? Donc, si on embauche Mélanie Pro en tant qu'employée permanente, ben, on va mettre permanent et la date du statut ici. Donc, dans le cas où on l'a embauché en date du 17 mai, on met la date ici. Ça peut changer, donc le statut en cours de route. Alors, évidemment, si elle tombe en congé de maternité, on va mettre maternité avec la date du statut. Diplôme, c'est pas obligatoire, diplôme. L'avantage de l'indiquer ici, c'est que lorsque vous allez faire l'annexe 4, le rapport financier annuel, à la fin de l'année, si vous utilisez le logiciel pour le faire, bien, vous aurez déjà l'information. Alors ici, habituellement, on va mettre le diplôme ainsi que l'année d'obtention à droite ici. Donc, disons qu'elle a eu son diplôme en 2020. L'horaire en haut à droite, alors temps complet, temps partiel, c'est les deux choix qu'on a. Temps complet, habituellement, c'est les employés qui font plus de 32 heures semaine. Pour un employé qui fait moins de 32 heures semaine, habituellement, on va mettre temps partiel. Ce qui va nous permettre de faire le lien avec un paramètre qu'on a vu dans les paramètres de ressources humaines pour l'échelle salariale où on avait le maximum d'heures à atteindre pour le prochain changement d'échelon. Alors, par défaut, c'est 1664 heures. Alors, c'est ici qu'on pourrait le changer advenant que l'employé arrive avec une preuve qu'elle a fait tant d'heures ailleurs. Bien, ici, je pourrais indiquer, par exemple, qu'il lui reste 800 heures pour son prochain changement d'échelon. De cette manière, le système va m'aviser au pourcentage indiqué dans mes paramètres, 90% par exemple, de 800 heures dans le tableau de bord. Hein, le tableau de bord est l'endroit où on a tous les rappels qui sont centralisés dans Fichier tableau de bord. Ça ne fait pas partie de la formation de voir cette portion-là en détail. Je vous donne l'information pour que vous l'ayez en main. Fichier tableau de bord, tous les rappels du logiciel sont centralisés là. Donc, pour un employé qui atteint quasiment son nombre d'heures pour changer d'échelon, bien, vous aurez un rappel dans Fichier tableau de bord. Tout à l'heure, quand on va voir les valeurs par défaut, je vais faire un lien avec l'information qu'on a mis ici. RSG à superviser uniquement pour les bureaux coordonnateurs. Donc, si je suis en train de monter le dossier, par exemple, d'une agente de conformité qui s'occupe de certaines responsables en milieu familial, bien ici, habituellement, on va mettre le nombre de RSG qu'elle supervise, simplement. Sinon, on laisse vide si on n'est pas bureau coordonnateur. Voilà, donc ça termine la section emploi. Ensuite, à droite, on a la section pourcentage. Alors, dans vacances, c'est ici qu'on va indiquer le 4, 6, 8, 10 ou 12 %. Donc, à chaque paye, le logiciel va calculer une provision du pourcentage qu'on aura indiqué dans le champ vacances ici pour aller se mettre dans ce qu'on appelle, et on va le voir tantôt dans banque et cumul, les vacances courues. Donc, le pourcentage ici. Congés accumulés. Ça, je vais faire une petite parenthèse plus pour ceux qui sont syndiqués. À moins d'avis contraire, aux dernières nouvelles, c'était toujours pour les employés à temps partiel. Ils peuvent cumuler ou se faire payer à chaque paye 4,3 % pour compenser pour les congés de maladie. Alors, c'est pour ces employés-là à temps partiel que vous allez mettre soit dans congé accumulé le 4,3 %. Ça, ce que ça veut donc dire, c'est qu'elle va l'avoir dans une banque de congés qu'on va voir encore dans banque et cumul, mais c'est dans le champ ici qu'on doit le mettre si l'employé a décidé, pas de se le faire payer à chaque paye, mais de le provisionner. Puis à un moment donné, elle va demander à se faire rémunérer pour des congés. Alors, c'est là qu'on pourra lui payer son montant d'argent. Si elle décide de se le faire payer à même la paye, à chaque paye, c'est-à-dire si elle a une paye de salaire 1000 $ par exemple, si on fait un chiffron, bien, on va lui payer 43 $ qui est 4,3 %. Alors, elle aura un salaire brut de 1043 au lieu de 1000 $ à même sa paye. À ce moment-là, il faudra le mettre dans avantages sociaux ici, 4,3 %. Alors, congés accumulés plus pour ceux qui sont syndiqués. Avantages sociaux aussi pour ceux qui sont syndiqués, comme je viens de l'expliquer, si l'employé décide de se faire rémunérer à même la paye, le 4,3 %. Avantages sociaux, ça peut être bien pour tout le monde aussi, au moment où vous voulez payer les vacances à même la paye à l'employé. Pensez aux filles qui viennent une fois de temps en temps. Des fois, ils viennent une fois, ils ne reviennent plus.
ben, vous ne voulez pas provisionner un 4 pour leur faire une autre petite paye, on va leur payer à ce moment-là à même leur paye le 4 Donc, au lieu de le mettre dans la provision ici, dans vacances, on peut le mettre dans avantages sociaux. Alors voilà une autre raison pour laquelle on pourrait utiliser le champ avantages sociaux, qui veut dire en bout de ligne de rémunérer à même la paye le pourcentage qu'on met ici. Cotisation syndicale si vous êtes syndiqué uniquement. Et ici, par exemple, je pourrais mettre 2 c'était 2 Pour ceux qui gèrent plus d'une installation, vous avez 3 petits points ici pour indiquer le pourcentage de cotisation selon l'installation. Il y a plusieurs clients qui gèrent, par exemple, 3 installations dans la même base de données. 2 sont syndiquées, une n'est pas syndiquée. Donc, on avait amélioré le logiciel pour vous permettre d'indiquer s'il y a ou non une cotisation syndicale à prélever selon l'installation travaillée. Si c'est toute installation, bien, c'est correct. On laisse le 2 partout. Ça va faire le travail comme ça. CNESST, il est là. Par contre, c'est dans les paramètres qu'on va l'inscrire et qui vient se mettre à jour ici. Donc, c'est très rare qu'on ait à toucher ici au taux de CNESST. Et pour les subventionnés, on utilise pratiquement jamais le régime volontaire d'épargne retraite. Donc, c'est plus pour les garderies privées non subventionnées. Alors, c'est ici qu'on pourrait indiquer le pourcentage à ce moment-là pour cette raison-là. Enchaînons avec la section superviseur. Ici, la section superviseur, il y en a beaucoup qui ne s'en servent pas, mais ceux qui ont TIEMPO pour les feuilles de temps, on va venir ajouter les personnes de la gestion qui sont autorisées à approuver les feuilles de temps, dans TIEMPO. Où c'est aussi en concordance avec un ancien sous-produit qu'on a qui est le Webmestre. Mais le Webmestre, c'est de l'ancienne technologie, donc on va plus parler maintenant de TIEMPO. Alors ici, je pourrais ajouter et dire, par exemple, que la directrice Madeleine Tessier, elle est autorisée à approuver les feuilles de temps. Je peux mettre 2-3 personnes ici là, sans problème, si c'est le cas. Si Madeleine est en vacances, bien, qui va approuver les feuilles de temps à sa place? Bien, je peux ajouter 2, 3, 4 employés ici. Ce qui veut donc dire que, puis on en parle plus dans la formation TIEMPO, quand vous prenez l'option TIEMPO, vous avez une formation qui vient avec ça, donc je ne veux pas trop embarquer dans le détail ici, mais vous avez tout ça dans la formation à ce moment-là qu'on va vous expliquer. Si vous n'avez pas de TIEMPO, vous pouvez vous en servir quand même, ajouter les superviseurs, ça vous dit qui est responsable de qui en indiquant le nom des employés ici. Ça va pour ça? Section indemnité pour les congés fériés à droite. On en a parlé dans les paramètres quand on a mis le calendrier des journées fériées. On a parlé de calendrier. Dans mon cas, j'avais 2 calendriers, un pour mes employés permanents occasionnels, donc je m'assure de mettre le bon. Et le mode de calcul ici. Est-ce que mon employé, quand il y a un férié, se fait payer selon l'horaire régulier, un 20e, un 18e? Donc, c'est un peu selon les normes du travail ou selon vos conventions internes ou syndicales. Donc, ce qui est le plus populaire, c'est selon l'horaire régulier pour ceux qui ont un horaire régulier. Donc, si l'employé est amené à travailler 8 heures, par exemple, bien, il va se faire payer 8 heures pour son férié. Un 20e, bien, c'est un 20e des heures travaillées les 4 dernières semaines. Ça, on va le voir aussi dans des cas où les employés travaillent près de 4 à 5 jours semaine, là, dépendamment. On peut le voir. Sinon, par la suite, vous avez un 18e. Bien là, c'est moins de jours de travail. Là. Dans la documentation, on va vous dire que c'est une semaine de 4 jours, une semaine de 5 jours. Un peu ce que les normes de travail indiquent. Un 16e, c'est souvent l'employé qui fait uniquement à chaque semaine 4 jours semaine. Donc, mais encore là, vérifiez selon vos règles syndicales et de convention. Pas mal tous les choix sont disponibles ici. Mais comme je disais, les 2 plus populaires, c'est selon l'horaire régulier, un 20e qu'on voit la plupart du temps. Il y a d'autres choix en bas. Je vais faire une deuxième parenthèse pour ceux qui sont syndiqués. Par exemple, pourcentage à verser sur chaque paye. Encore une fois, pour les employés à temps partiel, il y a un équivalent à verser, si ça n'a pas changé encore une fois, qui est de 5,91 Donc, si l'employé, c'est son cas ici, je vais indiquer pourcentage à verser sur chaque paye avec le pourcentage. C'est bien? Alors, sinon, il y a accumulé à chaque paye, plus rare qu'on le voit, mais si vous donnez le choix à l'employé qui puisse le cumuler, le 5,91
on prendrait ce choix-là pour que ça aille dans une banque de fériés à payer. Mise à blanc, saisie manuelle, on ne sert pas vraiment de ces choix-là. Je ne veux pas vous mélanger, c'est assez rare dans des cas qu'on utilisait plus avant avec des sous-produits, mais on s'en sert pratiquement plus. Là. Je vois rarement des clients s'en servir. Alors voilà, disons que Mélanie, elle, c'est 1/20 de ses heures travaillées les 4 dernières semaines, donc je vais prendre ce choix-là ici. Il nous reste les 2 dernières sections. La section paramètres annuels. Donc ici, c'est écrit aucune donnée affichée, donc on doit ajouter en fait une ligne en effectuant un clic droit ajouter. Et soyez sans crainte, si jamais vous oubliez, vous essayez de sauvegarder, par exemple, le logiciel va vous l'indiquer. Voyez-vous, j'essaie de sauvegarder, il me dit vous devez définir au moins une année de paramètres pour cet employé. Et il ne me laisse pas sauvegarder tant que je n'ai pas ajouté ici ma ligne. Alors, lorsqu'on fait un clic droit ajouter, on va avoir l'année pour 2021, l'année en cours. Les déductions de base qui sont déjà là, donc on peut voir qu'il y a les paramètres provinciaux, fédéraux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici de plus? On peut ajouter de l'impôt additionnel. Hein. Si l'employé nous demande de lui enlever plus d'impôts à chaque paye, mettons Mélanie nous a dit de lui enlever 10 $ de plus par paye au provincial et aussi au fédéral. Alors, sous la colonne impôt additionnel, ici, je mettrais 10. Même chose sous les paramètres fédéraux, ici, impôt additionnel, je mettrais le montant 10. Alors, une fois qu'on l'a mis ici, automatiquement, à chaque paye, le logiciel va aller chercher ces montants-là en surplus. Les cases d'exonération, très, très rares, plus ceux qui sont sur des réserves indiennes. Donc, vous avez ils ont l'exonération d'impôts et tout ça. Donc, de façon générale, on n'a pas à toucher à ça. Exonéré d'assurance-emploi, parfois dans les garderies privées non subventionnées où le ou la propriétaire est majoritaire, elle est à ce moment-là admissible à l'exemption de l'assurance-emploi. Ça peut être une raison pour laquelle on a à cocher ça. Mais dans les services de garde subventionnés, absolument, on a dans 99% du temps aucune case à cocher ici. Vous remarquerez sous paramètres provinciaux, ici, on a une colonne qu'on n'a pas au fédéral, mais qu'on a au provincial qui s'appelle déduction additionnelle. Ça, c'est un petit peu l'inverse, qui voudrait dire que l'employé demanderait qu'on lui enlève moins d'impôts, non plus d'impôts. Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas, sous juste sa demande, lui enlever moins d'impôts. Hein, ça, c'est pas possible. Ça lui prend une lettre d'autorisation de Revenu Québec. Dans certaines situations, il y a cotisation à des REER. Il peut y avoir des admissibilités de déduction additionnelle, mais l'employé doit venir voir avec une lettre de Revenu Québec d'autorisation avec le montant qui peut être déduit. Alors là, vous pourriez le mettre ici. Dans le domaine des services de garde, je l'ai vu très rarement. Donc, c'est pas régulier qu'on a un montant à mettre ici. Et la toute dernière information, c'est le numéro d'employeur ici. Hein, là, on ne l'a pas complété. Encore là, si j'essaie de sauvegarder, il va me le dire que le numéro d'employeur doit être rempli. Alors, c'est le 1 ou le 2. C'est en relation avec ce qu'on a vu dans les paramètres. Vous vous souvenez, je vous avais dit, on ferait un lien lorsque nous allions créer le dossier de l'employé, à savoir est-ce qu'on l'associe au taux d'assurance-emploi régulier ou au taux d'assurance-emploi réduit. Hein? Donc, Mélanie, elle vient d'entrer, donc elle n'est pas admissible encore à l'assurance collective. Donc, dans ma base de données à moi, mon taux régulier, c'est le numéro 1. Donc, tant qu'elle n'est pas admissible à l'assurance collective, je vais la mettre au taux régulier. Numéro 1 dans mon cas. Hein, comme je vous ai dit, il y a des clients, c'est l'inverse. Donc, vérifiez chez vous, votre 1, c'est-tu le régulier ou le réduit. Et quand elle va embarquer sur l'assurance, hein, habituellement pour ceux qui ont l'assurance collective des jardins sécurité financière, c'est après 3 mois de travail qui sont admissibles. Alors, au moment où elle va commencer à cotiser à l'assurance collective, là, je vais pouvoir venir changer le 1 pour un 2 ici pour que le logiciel me calcule moins d'assurance emploi pour ma part d'employeur. Okay? Donc, de toute façon, quand vous montez l'onglet Assurance, ici, là, qu'on voit d'ailleurs à la fin de la formation, c'est le dernier point. Pour cette raison-là, on va passer par-dessus à la création de dossier de l'employé parce que c'est rare qu'on fait ça dès le début. Hein. Habituellement, c'est fiches, paramètres, valeurs par défaut, les 3 principaux onglets. Assurance, ben, c'est dans quelques mois. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin de la formation. Alors voilà, donc on met le bon numéro
d'employeur ici. Pour la section du bas, régime de retraite, bon, pour les non subventionnés, dans la version non subventionnée, il n'y a pas cette section-là. Évidemment, vous n'avez pas de cotisation au régime de retraite Morneau-Shepell. Alors ça s'adresse à ceux qui sont subventionnés au CPE et qui ont le générateur de fichiers pour Morneau-Shepell. Hein, ça, c'est une option qu'on a créée en collaboration avec Morneau-Shepell. Je dirais que la grande majorité des clients ont acheté l'option. Il fallait payer un petit coup parce qu'il y a eu du développement qui a été fait à ce niveau-là. Ce que ça fait, c'est que ça crée votre fichier de paiement, de données nominales et de paiement financier à chaque mois. Vos fichiers sont créés par le logiciel si vous avez pris l'option. Alors, c'est sûr, si vous êtes de ceux qui n'avaient pas pris l'option, si c'est le cas, ben, vous n'avez pas besoin de compléter ça en bas. Okay? Je dirais que la grande majorité, oui, là, mais juste faire la distinction ici entre qui doit ou pas compléter la section du bas. Ça vous prend l'option générateur de fichiers pour Morneau-Shepell. On en a parlé depuis le début de l'année 2021. Vous n'avez peut-être entendu parler, peut-être pas si vous commencez tout juste, mais depuis janvier 2021, les employés, contrairement à avant, l'employé commençait à cotiser dès maintenant au régime de retraite. Depuis janvier 2021, l'employé doit atteindre un certain nombre d'heures avant de cotiser au régime de retraite, d'adhérer au régime de retraite. Alors, pour cette raison-là, et dorénavant, depuis janvier 2021, c'est le cas. Nous, on a tout mis à jour en fonction de ce que Morneau-Shepell a mis en place. Alors, on va tout compléter ici. Puis, il y a un guide. Hein. Dans le guide de formation ressources humaines, on n'explique pas tous les détails ici. On vous réfère plutôt au guide disponible sur le portail de Morneau-Shepell. Alors, vous pouvez vous y référer au besoin. Alors, on doit tout compléter, sauf laisser date d'adhésion vide, le champ ici vide, parce qu'on ne connaît pas la date encore d'adhésion, puisque l'employé doit atteindre un certain nombre d'heures. Alors ici, on va mettre le statut de participation. On a actif, départ, retraite, décès, là, donc c'est pas mal toujours actif quand on démarre le tout. La date du statut, donc on a parlé du 17 mai, donc je vais mettre ici 17 mai. Le régime, c'est RRCPE-GQ pour tout le monde. Groupe initial aussi. Il y a juste syndicat. Ça, c'est différent d'un client à l'autre. Non syndiqué, CSN, CSQ, autres syndicats. Donc, vous mettez la bonne information ici. Donc, c'est CSN. Donc, c'est une information qu'on va envoyer à Morneau-Shepell. Vous avez une case exclure cet employé. C'est très, très rare qu'on ait à cocher cette case-là. C'est vraiment dans la situation où vous avez un employé qui n'était, c'est-à-dire qu'il ne devait pas cotiser au régime de retraite, puis que vous l'avez fait cotiser, puis là, vous essayez de faire votre rapport, puis vous êtes bloqué à cause de cet employé-là, bien, vous pouvez cocher, exclure cet employé pour pas qu'il soit pris en compte dans le générateur de fichiers Morneau-Shepell. Donc, c'est des cas d'exception. C'est plus quand vous allez avoir eu de l'assistance du support, là, vous allez rencontrer une situation particulière qu'on va vous dire, dans ce cas-là, cochez la case exclure cet employé. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails. À la base, vous n'avez pas à la cocher. Il restera en bas la catégorie et la date d'embauche. Donc, si par exemple Mélanie va être éducatrice qualifiée, depuis date d'embauche, ici, je vais indiquer la même date, 17 mai, mais qu'elle sera amenée aussi à faire des tâches, des heures en tant que cuisinière, ben, je dois ajouter aussi une autre ligne pour que Morneau-Shepell soit au courant, qu'on va leur soumettre des heures en tant que cuisinière aussi. La date, si c'est la même, on met la même date ici. Voilà. Donc, ça vous donne un bel exemple. Tantôt, dans les valeurs par défaut, on va un peu réindiquer ça, qu'elle est éducatrice qualifiée et elle va faire des heures cuisinières. Et ça sera important d'indiquer un taux horaire de chacune de ces catégories d'emploi-là dans les valeurs par défaut. C'est dans les valeurs par défaut qu'on va indiquer le taux horaire. Et le taux horaire est une information qui est transmise aussi à Morneau-Shepell. Ils doivent avoir cette information-là. Donc, même si elle n'a pas encore fait des heures en tant que cuisinière, dans les valeurs par défaut, on va y mettre son taux horaire en tant que cuisinière pour transmettre l'information à Morneau-Shepell. Je vais en reparler tantôt, mais si je veux juste faire le lien entre ce qu'on est en train de mettre ici et ce qu'on va compléter dans valeurs par défaut. Alors voilà, ça termine la section et l'onglet paramètres. Je vais sauvegarder ici, donc on doit toujours sauvegarder.
Lorsqu'on sauvegarde, on nous suggère, on dit attention, n'oubliez pas d'aller faire les valeurs par défaut. On nous propose même de cliquer voir les valeurs par défaut pour que le logiciel nous amène directement dans l'onglet. Sinon, on peut dire plus tard, puis on ira cliquer manuellement dans valeurs par défaut. Voilà, donc nous allons enchaîner avec le prochain onglet. Onglet Banque et cumul. Alors, allons dans cet onglet, juste ici, Banque et cumul. Alors, évidemment, Mélanie Pro, on est en train de la créer. Ici, on va voir que tout est à 0. Pour montrer ce qu'on retrouve ici dans Banque et cumul, en passant, ce n'est pas un onglet où on a besoin, là, à la base, on ne peut pas éditer ici directement. On affiche l'information des banques et des cumulatifs. Je vais prendre un autre employé. Par exemple, si je viens à Charles Ouellet, ben, on voit que Charles a, entre autres, dans le sommaire, heures cumulées, c'est à vie. Il y a 25 463 heures qu'il a travaillé depuis qu'il travaille chez nous. Les vacances courues, ben, c'est les vacances, le fameux 4, 6, 8 ou 10 ou 12 dont on parlait dans l'onglet paramètres. Alors, il est rendu à date à 261,62 de provision de vacances. Donc, à chaque paye, le pourcentage vient se provisionner et vient s'additionner ici. Vacances à payer, c'est ce qu'il peut prendre en vacances. Donc, habituellement, c'est la provision de l'an passé. Automatiquement, quand on arrive au 1er avril, pour les subventionnés en coïncidence avec l'année financière, je dirais la grande majorité des services de garde. Je dis le 1er avril, mais si dans vos paramètres, la période de référence pour les vacances est 1er mai, bien c'est au 1er mai à ce moment-là. Donc, à la date, je vais dire plutôt à la date de référence des vacances, qui est la grande majorité d'entre vous le 1er avril, la bascule des vacances courues, le montant va se basculer automatiquement dans les vacances à payer. Vous n'avez absolument rien à faire, aucune action, ça se fait automatiquement. C'est bien. Alors voilà pour les vacances. Pour les congés à payer ici, ça c'est petite parenthèse pour ceux qui sont syndiqués, c'est le 4,3 dont je parlais tantôt. Si l'employé a décidé de le provisionner, on va voir son montant ici à chaque paye. Même chose pour le 5,91 là, encore une fois, pour ceux qui sont syndiqués pour les temps partiels, si l'employé a décidé de provisionner le 5,91 ça va venir dans férié à payer. Alors, si vous n'êtes pas syndiqué, c'est rare, vous allez utiliser ces deux items-là. Ils apparaissent quand même, donc on ne s'en sert pas habituellement. Ils vont rester pas mal toujours à 0. Avance de salaire, c'est advenant que vous donnez une avance de salaire. Si un employé vient vous voir, dire « Ah, c'est-tu possible de m'avancer 500 $ jusqu'à la prochaine paye? » Bien, dans le module ressources humaines, ça ne fait pas partie de la formation ressources humaines 1 de le voir, mais vite, je vous l'explique qu'il y a un assistant qui permet d'avancer des sous, ressources humaines, assistant avance de salaire. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, le montant va venir se mettre ici, puis le descriptif avance de salaire va même devenir en rouge s'il y a un montant ici. Voilà pour la section sommaire. Pour la section heures en banque, bien là, dépendamment dans votre service de garde, si vous en utilisez 2, 3, dépendamment, vous avez le nombre d'heures en banque pour chaque type de banque d'heures ici. Donc, si l'employé vient vous voir, dire « Ah, combien de maladies il me reste en banque? » Bien, c'est un bel endroit à venir vérifier. Quoique vous pouvez le référer à sa fiche de paye, puisque c'est de l'information qui apparaît habituellement aussi sur la fiche de paye des employés. Dans la section du bas, qui est cumul annuel, bien, c'est toutes les déductions depuis le début de l'année, depuis le janvier. Alors, des fois, ça peut être bien de venir jeter un petit coup d'œil dans les premières payes. Si vous voyez, par exemple, qu'il n'y a pas d'RRQ, bien, peut-être que vous êtes trompé dans la date de naissance. Hein, pour les employés de moins de 18 ans, ils ne cotisent pas à RRQ. C'est sûr, si l'employé est moins de 18 ans, c'est normal, mais si elle est au-delà de 18 ans puis vous ne voyez pas de montant, peut-être revérifier le dossier à ce moment-là. Mais habituellement, on n'a pas autre chose qu'on peut faire avec l'information ici. Alors voilà, c'est pas mal ce qu'on retrouve dans Banque et Cumul. Le prochain onglet qu'on va voir dans quelques instants, ça va être valeur par défaut. Vous remarquerez qu'il y a quand même 3 onglets là,
avant d'arriver à valeur par défaut. Assurance, comme je l'ai dit tantôt, on va le voir à la fin, quand on parle de gestion d'assurance collective au dernier point de la formation. C'est ici que je vais vous montrer au moment où l'employé embarque sur l'assurance, qu'est-ce qui doit être complété. Donc, initialement, quand on crée le dossier d'un employé, pour ceux qui ont l'assurance Desjardins, on n'a pas à toucher à ça parce que c'est 3 mois avant d'être admissible. Disponibilité horaire, les 2 onglets ici, j'en parlerai pas dans la formation aujourd'hui et fort possiblement que vous n'aurez pas ces onglets-là chez vous, dans votre base de données, si vous n'avez pas adhéré à l'option gestion des horaires, qui est quand même assez nouveau de 2020-2021. Donc, on a plusieurs clients qui ont adhéré à l'option, mais pas tout le monde. Évidemment, ça va probablement venir à un moment donné. Mais pour l'instant, si vous ne voyez pas ces 2 onglets-là chez vous, ça peut être normal. C'est juste que vous faites vos horaires dans Excel ou à l'extérieur du logiciel. Il y a une formation approprié pour ça au moment où vous adhérez à l'option. Donc, c'est pour cette raison-là que je n'embarquerai pas dans les détails de ces 2 onglets-là. Si vous êtes nouvellement en poste, puis vous observez qu'ils avaient pris l'option gestion des horaires, demandez à avoir la formation vidéo qui venait avec l'option pour pouvoir la suivre à ce moment-là. Alors voilà, donc sinon on va enchaîner au prochain onglet. Onglet valeur par défaut. Alors pour cet onglet, revenons à notre employée Mélanie Proux que nous sommes en train de créer. Donc, valeur par défaut. Lorsqu'on arrive ici, à la base, il n'y a rien d'écrit, tout est vide. On voit, il y a la section calendrier en haut, la section rémunération horaire dans la partie centrale et d'autres sous-onglets qu'on retrouve en bas, rémunération fixe, avantages imposables retenus à la source, part de l'employeur, repas aux employés, dans la section du bas. Alors, comment ça fonctionne ici? C'est avec des périodes de calendrier. OK? Donc, on va commencer dans un premier temps à ajouter une ligne dans la partie calendrier en haut en effectuant un clic droit Ajouter. Alors, lorsqu'on va faire ça, le logiciel met la date du jour par défaut, mais si par exemple, elle a commencé officiellement, puis c'est la date de début de travail, le 17 mai, je vais mettre la bonne date ici. La date de fin, le logiciel met toujours un an dans le futur, mais il va la modifier au moment où tantôt, on voit ici la colonne échelon, où on va aller indiquer le numéro d'échelon que Mélanie doit obtenir. Donc, il va nous arrêter à la fin de l'année financière. Alors ça, c'est sûr, c'est plus les garderies privées subventionnées CPE qui utilisent les échelons, malgré que l'option d'échelon est disponible aussi pour les non subventionnés. Donc, vous pouvez fonctionner avec le même principe. Alors, ça va de pair avec l'année financière. Donc, si l'année financière, c'est du 1er avril au 31 mars, c'est sûr que mes échelons vont fonctionner aussi par le même calendrier. Alors, dès qu'on va le voir tantôt, je vais juste vous dire un petit peu d'avance qu'est-ce qui va se passer tantôt, mais quand on va venir mettre l'échelon, le numéro ici, c'est des numéros, quand on va mettre le numéro, il va venir changer la date de fin au dernier jour de l'année financière, soit, dans mon exemple, au 31 mars. Alors, habituellement, à la base, on ne s'occupe pas de la date de fin ici. La colonne alternance, c'est pas tout le monde qui s'en sert. La plupart vont laisser une semaine, c'est-à-dire ici, ce qu'on est en train de dire, c'est l'horaire qu'on indique ici de travail, c'est sensiblement le même horaire à chaque semaine. Mais il y a certains CPE et services de garde qui ont des employés qui ont un horaire sur rotation sur 2 semaines, par exemple. Semaine 1, la journée de congé, c'est le lundi. Semaine 2, c'est le vendredi, par exemple. Alors, si on veut être en mesure de l'indiquer, cette variante-là, on peut sélectionner 2 semaines ici, par exemple. Alors, si je mets 2 semaines, observez bien ici, un deuxième sous-onglet s'est ajouté pour semaine 2. Alors, je pourrais indiquer, par exemple, sous le régulier, les heures prévues de travail sur la semaine 1, à partir de la semaine du 17 mai. Et à compter de la semaine suivante, le 22 mai,
bien c'est un autre horaire et il va répéter ça, semaine 1, semaine 2, semaine 1, semaine 2, jusqu'à temps qu'on change quoi que ce soit ici. Ça serait l'alternance indiquée et qui serait considérée dans la paye. Parce que ici, les valeurs par défaut, c'est ce qu'on va nous présenter par défaut dans la paye. Quand on va voir, quand on va faire la paye tantôt, bien, c'est au moment où on fait la paye qu'on voit ces données-là et qu'on peut tout modifier au besoin, évidemment. C'est juste du par défaut, ça le dit. Hein? C'est les valeurs par défaut. Mais pour nous sauver du temps, on va mettre le plus d'informations ici, de façon à ce que quand on arrive dans notre paye, ça soit plus rapide. Voilà, donc pour alternance, je vais remettre à une semaine. C'est ce qu'on voit le plus souvent. La colonne date pivot, à quoi elle sert, la colonne date pivot? Je vais faire le lien avec ce qu'on a parlé pour les employés à temps partiel qui ont un nombre d'heures à atteindre avant de changer d'échelon. Hein, je vais sauvegarder ici. À l'onglet paramètres, tantôt, vous vous souvenez, pour Mélanie, on lui avait mis un 800 heures à atteindre avant son prochain changement d'échelon. Alors, dans les valeurs par défaut, je vais cocher date pivot pour indiquer que le calcul doit se faire à partir de la date de début de cette ligne-là. Et le logiciel, lui, il va toujours prendre la ligne sur laquelle la case date pivot est cochée, mais la plus récente. Donc, si ultérieurement, on coche de nouveau une autre date pivot parce que l'employé va changer d'échelon à un moment donné à une certaine date, bien, je vais recocher date pivot de façon à dire repart le compteur à partir de la nouvelle date de début ici. Okay? Donc, des fois, on va avoir une ligne pour laquelle c'est pas la raison qu'on ajoute une ligne, c'est pas pour un changement d'échelon, donc on ne cochera pas date pivot. Puis, au moment où on la change d'échelon, on recoche date pivot ici. Dans Motif, on peut écrire la raison pour laquelle on est en train d'ajouter la ligne. Donc, initialement, c'est à l'embauche de l'employé. On peut indiquer l'information ici dans Motif. À chaque fois que vous ajoutez une ligne de calendrier, vous pouvez mettre le motif dans la ligne motif. On va faire un exemple de base qu'on crée les valeurs par défaut, puis après ça, je ferai un exemple de modification dans le calendrier ici en haut. Dans la section du centre rémunération horaire, vous pouvez observer que le logiciel m'a mis 6 lignes d'items par défaut, sans que j'ai besoin de les ajouter, clic droit ajouter, clic droit ajouter. Pourquoi? Je vais encore faire un lien avec ce qu'on a vu, mais plutôt dans la section des paramètres du module. Je vous l'avais dit, mais je fais le lien. Si je reviens dans les paramètres du module ressources humaines, à l'onglet Item de paye, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la colonne défaut? Alors, ceux que vous cochez défaut, c'est ceux qui vont se mettre ici automatiquement. Mais il n'y a rien qui m'empêchera d'en ajouter au besoin. Oups, je vais aller rechercher mon employé, Mélanie Pro. On a changé d'employé par inadvertance, donc on revient. Alors ici, par défaut, c'est les items. Mettons, je me rends compte que la ligne test, j'en ai pas besoin. On avait fait un test. Je peux supprimer des lignes, en ajouter au besoin. Alors ici, on a la description de l'item. C'est les items qu'on a vus dans les paramètres. C'est ceux que je vais me servir la plupart du temps, donc sont là par défaut. La catégorie d'emploi, donc Mélanie est principalement éducatrice qualifiée, fait que ça se répète. L'échelon. L'échelon, il y a un document sur l'échelle salariale sur le portail aussi. Je ne rentre pas dans les détails de comment on gère l'échelle salariale, etc. Ça aussi, dans Ressources humaines 2, si vous inscrivez à la formation, on va en parler davantage. Ici, ce qui est bon de savoir, il faut associer chaque item à un échelon. Donc, si par exemple, disons qu'elle est à l'échelon 4, bien, voyez-vous, dès que je mets un numéro d'échelon, il me dit qu'il a modifié la date de fin. Ici, au 31 mars. Voyez-vous, quand je vous ai dit, absolument, on ne s'en préoccupe pas, c'est lui qui va la modifier, bien, il l'a fait dès que j'ai choisi un échelon. Parce que les échelles salariales doivent être redéfinies une fois par année avant le début de la prochaine année financière. Puis ça, c'est vous qui devez le faire via un assistant qui s'appelle l'échelle salariale. Comme j'indiquais,
Dans la formation de base aujourd'hui, on ne verra pas ça, mais dans ressources humaines 2, oui. Alors là, j'ai intérêt à mettre l'échelon 4, il faut que je le répète là, plusieurs fois, de façon à ce que son taux horaire se mette automatiquement dans la colonne taux. Donc, je fais le lien ici avec la colonne échelon versus la colonne taux à droite complètement. Voyez-vous, c'était à 0, mais là, il a mis le taux horaire sur chaque ligne à 20 de l'heure dans mon exemple. Si je suis une garderie privée non subventionnée ou même subventionnée, je décide de ne pas utiliser les échelons, ce qui n'est pas nécessairement suggéré, mais si c'était le cas, si sur les lignes, je ne mets pas échelon, bien voyez-vous, à droite ici, je peux mettre le taux directement. Mais on voit qu'à ce moment-là, ça ne sera pas en jaune. Pourquoi? Parce que le taux que vous mettez, il n'est pas associé à un numéro d'échelon. C'est bon? Alors, c'est les deux choix qu'on a ici pour le taux horaire. Soit on le gère par l'échelon, ou soit qu'on ne met rien dans l'échelon et qu'on met le taux directement dans la colonne taux. Composante, c'est l'installation où l'employé travaille. Si Mélanie elle va travailler à mon installation 1, Saint-Laurent, ben, je m'assure que ça soit bon, sinon je le change. Là. Si elle a été embauchée à mon installation 2, je vais mettre Saint-Denis au lieu de Saint-Laurent sur chacune des lignes. Projet, on n'en parlera pas dans la formation aujourd'hui, laissez ça à aucun, mais dans les formations avancées de finance, je fais des démonstrations de gestion de projet on peut effectuer dans le logiciel. Pour l'instant, je ne veux pas vous mélanger davantage là-dessus. Là, projet, laissez aucun à la base. Laissez le projet qui se met automatique. Ensuite, on a la case MB. MB, c'est mettre en banque, qu'on peut utiliser quand on fait une paye et que l'employé veut mettre du temps en banque. Dans la paye, on va cocher la case MB. Alors, c'est sûr que c'est rare, à moins d'avoir Tiempo, on va vouloir préprogrammer heures en banque avec la case MB de cocher ici pour que les filles puissent nous indiquer du temps en banque quand ils font leur feuille de temps via Tiempo. Mais autrement, c'est dans la paye qu'on va cocher mettre en banque. Je vais faire des exemples. Quand on va voir la paye, ça fait partie des exemples qu'on va voir. La colonne RR, c'est régime de retraite. La plupart des clients, c'est coché RR. Si vous n'êtes pas subventionné, vous avez la version non subventionnée, vous n'avez même pas cette colonne-là. Donc, vous n'avez pas à vous en occuper. Mais pour ceux qui sont avec la cotisation au régime de retraite Morneau-Chapelle, bien, c'est sûr, si mon employé a plus de 65 ans, il ne doit plus ou pas cotiser au régime de retraite, c'est là que je dois décocher la case RR de façon à ce que quand je fais la paye, automatiquement, il ne fasse pas cotiser l'employé au régime de retraite. Si j'ai oublié de le faire ici, je pourrais le décocher dans la paye, mais on a tout intérêt à le faire d'avance pour être sûr de ne pas l'oublier quand vous faites votre paye. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Hein? Ça arrive qu'il y a des employés de plus de 65 ans, toujours dans le domaine des services de garde, et qui n'ont plus à cotiser au régime de retraite. Donc, c'est important pour elles ou pour eux de décocher la case RR. La case sup, elle est système. C'est pas à vous de vous en servir. C'est quand vous mettez du temps supplémentaire, c'est pour Morneau-Chapelle, pour ne pas considérer les heures au-delà de l'horaire de travail en supplémentaire. Donc, vous n'avez pas à toucher à cette case-là en tant que telle. Et ensuite, vous avez les 7 jours de la semaine. Alors, c'est ici qu'on va venir mettre l'horaire prévu de travail de l'employé. C'est sûr, si l'employé est en partiel, puis elle vient sur appel, puis je ne connais pas son horaire, bien, je vais tout laisser des zéros ici. Là. Mais du moment que je connais l'horaire, là, disons que Mélanie elle a un horaire prévu de 7 heures par jour du lundi au vendredi, bien, je peux écrire 7 sur chacune des journées du lundi au vendredi. Et on aura le total ici, fois le taux horaire, bien, on voit un peu le salaire brut calculé ici. La colonne temps, j'en parlerai pas ici parce que c'est plus dans la paye qu'on va s'en servir. Donc, je vous garde ça pour plus tard, lors du calcul de la paye. Qu'est-ce que je peux faire d'autre dans la partie centrale? Ça serait, comme c'est le cas de Mélanie, elle va faire des heures en tant que cuisinière aussi parfois. Mais j'ai intérêt à ajouter ma ligne de régulier.
Je peux ajouter une deuxième ligne de régulier si je veux, mais avec une catégorie d'emploi différente. Voyez-vous, sont tous là mes catégories d'emploi. Donc, si par exemple, je mets cuisinière, comme ça, et le taux horaire, par exemple, qu'on s'est entendu, c'était 4 aussi, échelon 4, ça lui donne un taux horaire de 19,51 quand elle fait des tâches en tant que cuisinière. Et le reste, je pourrais laisser ça à 0 parce que il n'y a pas du temps prévu d'avance. C'est à l'occasion, elle va remplacer la cuisinière. Alors, quand je vais faire ma paye, au moins ma ligne va déjà être là. Il va juste me rester à ventiler les heures qu'elle a fait en tant que cuisinière sur la ligne qui sera déjà dans la paye. Donc, ça revient à dire, là, plus qu'on en met ici par défaut, plus la production de votre paye va être rapide. Ça serait le même principe si Mélanie serait amenée de temps à autre à travailler aussi en tant qu'éducatrice qualifiée, mais à mon installation 2, bien, je peux m'ajouter une autre ligne de régulier, éducatrice, échelon 4, mettons, mais j'assignerais Saint-Denis ici. C'est sûr, si ça arrive, mais rarement, je ne suis pas obligé de l'ajouter dans les valeurs par défaut. Valeurs par défaut, on met des choses qui vont revenir régulièrement. Je pourrais, au besoin, ajouter ma ligne dans la paye. Mais si je sais que ça va arriver assez régulièrement, là, mettons, ça peut arriver 1, 2, 3 fois par mois qu'elle va remplacer à mon installation 2, ben, j'ai intérêt à mettre la ligne. Au pire, je ne m'en sers pas, elle est là, mais quand j'ai besoin de m'en servir, la ligne est déjà là. Alors voilà pour la section du centre. Ensuite, dans la section du bas, on a la rémunération fixe. C'est rare qu'on veut répéter quelque chose à chaque paye, à vouloir verser un montant d'argent. Là, ici, c'était les heures, mais ici, ça serait les montants d'argent. Alors, c'est plus, en fait, la rémunération fixe, on va plus s'en servir dans la paye, c'est-à-dire on ne mettra pas de ligne d'avance ici. C'est ça, je pourrais ajouter des items par défaut, rappel, tout ça, m'ajouter des items, à moins que vous payiez des bonus à chaque paye à vos employés, vous pourriez mettre votre item gratification, mais c'est pas chose qu'on voit fréquemment dans le domaine des services de garde. Donc, la plupart vont rien mettre ici. C'est vraiment dans la paye. S'il y a une exception, comme j'expliquais là, dans les paramètres, si par exemple on a oublié de changer d'échelon un employé puis on lui doit un certain montant, on va le payer en montant fixe, rémunération fixe, mais on ne le mettra pas ici. On va le faire quand on va faire la paye. On aura la flexibilité aussi d'ajouter notre item et notre montant. Avantages imposables, bien, il y a possibilité d'ajouter tout type d'avantages imposables. Si par exemple vous êtes une garderie privée non subventionnée, que vous avez l'assurance collective, bien, c'est pas comme les subventionnés. Les subventionnés, vous avez des jardins, puis tout ça est calculé par le logiciel. Mais si vous êtes non subventionné, puis vous avez des avantages imposables, vous pouvez ici venir en ajouter au besoin. On a parlé des dîners en avantages imposables. Si c'est le cas, bien, on va le gérer par l'item repas. L'avantage existe, mais vous vous souvenez, dans les paramètres, on a vu qu'on a mis le nombre de dollars par dîner pour les avantages. Donc, c'est plus avec l'item repas qu'on va le gérer. Retenu à la source, ben voyez-vous, moi, j'ai club social par défaut. Mélanie m'a dit oui, je veux bien cotiser 2 dollars par paye. Fait que je peux mettre mon montant ici. Et je pourrais ajouter tout autre retenu additionnel. Hein, contribution REER, fonds de la FTQ, contribution REER, fonds de la SCSN, pension alimentaire, saisie gouvernementale. C'est ici qu'on peut tout mettre ça. Alors, bien sûr, il faut que votre item ait été créé au préalable, comme on l'a vu dans les paramètres, mais une fois qu'ils ont été créés, vous avez accès à ça ici. Alors, ça, c'est plus fréquent qu'on a des données ici dans l'onglet retenu à la source. On va y aller seulement avec le club social. Part de l'employeur, il n'y en a plus depuis 2014. Là, c'est déjà tout programmé. À moins que vous ayez l'assurance collective avec une autre assureur que Desjardins, bien là, puis vous avez des parts d'employeur, vous faites ajouter pour l'assurance collective, mais c'est tout. Hein, si je fais ajouter, là, j'ai juste la possibilité d'ajouter une part d'employeur pour l'assurance. C'est tout. Tout le reste, c'est programmé pour les parts d'employeurs, pour les tables d'impôt et tout ça. Là, vous n'avez rien à faire, ça se fait automatiquement. Et
Repas aux employés, il était coché par défaut, donc j'ai déjà ma ligne. Ici, je peux mettre un nombre par défaut. Hein, mettons, Mélanie m'a dit, je vais prendre des dîners pas mal à chaque dîner. Fait que sur 2 semaines, ça fait 10 repas. Je pourrais le mettre par défaut, puis au besoin de changer quand je fais ma paye, si c'est moindre. Il y en a qui préfèrent mettre à zéro, puis avoir, lors de la paye, mettre le bon nombre de dîners que l'employé a pris, tel que c'est indiqué sur sa feuille de temps. Alors voilà, ça serait le dernier des sous-onglets ici. Donc, valeur par défaut, ça ressemble à ça. Alors, on a besoin de revenir minimum une fois par année pour ajouter une ligne de calendrier ici, parce que là, ça s'arrête au 31 mars 2022. Début mars 2022, je vais aller dans le dossier de mes employés ajouter une nouvelle ligne. C'est pas très long, là. Clic droit ajouter, ça remet la même information. S'il y a des changements, on les fait évidemment en même temps. Avant de terminer le chapitre, je vous avais dit que je pourrais faire un exemple, par exemple, de changement. Il faut comprendre ici, c'est un petit peu comme beaucoup d'endroits dans le logiciel, l'agrégat du haut va avec l'agrégat du milieu qui va avec l'agrégat du bas. Donc, selon les dates. Fait que du 17 mai au 31 mars, à date, voici ce qu'on a par défaut. Présumons que Mélanie, on va faire à semblant qu'elle a atteint son nombre d'heures requis pour changer d'échelon au 4 septembre, mettons 2021. Alors, ce qu'il faut faire quand vous avez votre date de changement, mettez toujours le jour qui précède en haut. Donc ici, je mettrais 3 septembre. Alors, je dirais, cette situation-là se termine au 3 septembre. Je sauvegarde. Et c'est là qu'en haut, je vais ajouter une autre ligne pour indiquer qu'à partir du 4 septembre, bien, c'est plus vrai qu'elle est échelon 4. Hein? Là, je suis positionné, regardez bien ma petite flèche noire, là, je suis positionné sur ici le 4 septembre. Donc, si je modifie de l'information, je ne toucherai pas à la période du 17 mai au 3 septembre. Là, je suis en train de toucher à la période du 4 septembre. Et c'est là que je vais indiquer, par exemple, échelon 5. Fait que là, je le modifierai pour chaque item de façon à ce qu'à partir de cette date-là, quand je vais faire ma paye, que le système, le logiciel le sache déjà et que ça se fasse automatiquement dans la paye. Alors là, je suis en train d'y mettre son échelon 5 sur chaque item. Je le fais une fois. Après ça, on a la paie. C'est fait directement dans la paie. Cuisinière, disons qu'elle reste échelon 4. Voilà. Et je sauvegarde comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit du 17 mai au 3 septembre était échelon 4. Mais si je clique sur la période suivante, à partir du 4 à échelon 5. Puis, dans motif, comme je vous ai dit, on va toujours mettre un motif. Ici, je pourrais indiquer a atteint son 800 heures restant pour... On peut abréger là, parce qu'on n'a pas de la place indéterminée. Donc, échelon 5. Voilà. Et je recocherai dans ce cas-ci date pivot pour dire repart le compteur à partir du 4 septembre 2021 pour avoir de nouveau un nouveau rappel au niveau du tableau de bord. Puis les rappels, je vous les montre plus là, en démonstration là, parce qu'on a déjà beaucoup d'informations dans Ressources humaines 1. C'est pour ça qu'il existe une formation qui est Ressources humaines 2 que je vous invite à vous y inscrire éventuellement. On va voir beaucoup de choses dans cette formation-ci, mais il y a d'autres choses à voir pour ce genre de gestion-là, pour les rappels de changement d'échelon, entre autres. C'est bon? Alors voilà un exemple. Donc, dès qu'un changement qui est en lien avec les valeurs par défaut, ça peut être la fille change d'horaire, elle tombe ou elle change de poste, était éducatrice qualifiée, rendue secrétaire comptable dans la gestion, bien, on met une date de fin, on ajoute une ligne, on dit à partir de telle date, elle n'est plus qualifiée, éducatrice qualifiée, maintenant secrétaire comptable. Donc, ça vous permet de garder dans les valeurs par défaut un historique complet. Après plusieurs années, bien, il y aura peut-être 7, 8, 10, même voire 15 lignes ici des valeurs par défaut. Alors voilà, ça termine donc ce chapitre-là. Une fois donc que vous avez complété les 3 principaux onglets, fiches, paramètres
et valeur par défaut, l'employé est bien paramétré, on est prêt à lui faire une paye. On va quand même voir certains des autres onglets restants. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs autres avant d'enchaîner avec le calcul de la paye tout à l'heure.